Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée. Nous sommes ensemble pendant une heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est une heure de direct. Et on retrouvera notre invité politique à 8h. Aujourd'hui, c'est François Patria qui sera débriefé par nos éditorialistes. Dans un instant, le JT des territoires suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis, vous retrouverez le Zappélisé, le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, c'est le JT des territoires. On commence avec 200 vignerons qui bloquent le péage de Boulou dans les Pyrénées-Orientales sur l'A9 dans le sens Espagne-France pendant plus d'1h30 dès 9h hier. Puis ils ont mis en place un nouveau blocage au niveau de Sigean dans l'Aude au milieu de la journée. Ils dénoncent la dérégulation du marché du vin instauré en Europe qui engendre une concurrence déloyale avec l'Espagne et l'Italie. Olivier Roiran pour TV Sud y était. 9h ce mardi matin, 200 vignerons venus de l'Aude et des Pyrénées-Orientales bloquent le péage du Boulou sur l'autoroute A9 dans le sens Espagne-France. Face à eux, les forces de l'ordre sont positionnées en nombre. Le trafic est totalement interrompu. Explication. Nous sommes là que pour une chose, c'est chercher de la régulation de marché au niveau européen. Et cette régulation de marché, nous ne pouvons l'avoir que si le retour de l'aide au mou concentré est organisé par l'Europe, puisque 4 millions d'hectares de vins espagnols seront concentrés et donc on baissera les importations. Nous voulons que les pays producteurs de vins, qui sont la France et l'Italie et l'Espagne, soient complémentaires plutôt que concurrents comme on l'est aujourd'hui. Cette opération est un blocage pour dire au nouveau ministre de l'Agriculture, vite, prenez votre téléphone et organisez une réunion rapide et urgente au niveau de Bruxelles. Nous avons besoin de l'aide au mou concentré pour garder une viticulture dans le Midi. Vous n'avez pas respecté les règles pour les manifestations. On doit demander l'autorisation, vous ne l'avez pas demandé. Localement, les tractations commencent avec le sous-préfet de Céré qui doit rétablir au plus vite la circulation sur l'A9. Les viticulteurs demandent un rendez-vous avec le ministre de l'Agriculture. Quelques minutes plus tard, la réponse revient. Lundi, vous pourrez être reçu au ministère et le président de la FNSEA, évidemment, est le bienvenu. Par le ministre de l'Agriculture. Je sais pas, j'ai pas eu le ministre en direct. Je peux pas accepter ça. Je ne vais pas monter au ministère pour voir un employé qui va m'expliquer que c'est pas possible. Vous ne verrez pas d'employé. Je ne peux pas vous affirmer à 100%. Ben, il vous faut me l'affirmer, sinon nous on ne partira pas. Je ne peux pas. Non, attendez. Le rendez-vous devrait finalement avoir lieu après les élections législatives. 10h30, les viticulteurs repartent après une petite bousculade avec les forces de l'ordre. Ils ont ensuite à nouveau bloqué l'A9 pendant plus d'une heure, un peu plus au nord, au niveau de Sigean. Après les vignerons en colère, un reportage maintenant sur les commerçants en colère. À Marseille, dans le quartier des Olives, plus de parking, plus de banques, pas d'infrastructure. Résultat, l'activité du quartier tourne au ralenti et les commerçants se mobilisent et espèrent attirer l'attention des élus en cette période électorale cruciale. Héloïse Pénica pour la Provence les a rencontrés. C'est ici, dans le quartier des Olives, en plein cœur du 13e arrondissement de Marseille, que les commerçants se sont réunis ce matin pour une réunion de crise. Ils travaillent dans ce quartier depuis des années et ils ont vu leur quotidien se dégrader. Le comité d'intérêt des quartiers est inexistant et personne n'écoute ces commerçants qui n'en peuvent plus d'être laissés à l'abandon. Comme vous pouvez le constater, la banque a fermé là. Il n'y a aucune banque qui est revenue s'installer, on n'a aucun signe de vie. Le parking est saturé, personne ne peut se garer. Nous les commerçants, on rame. Voilà, et ça fait des années que ça dure et personne ne vient nous voir. On est un village oublié. Voilà, nous comptons que quelqu'un vienne nous voir et nous fasse des promesses, mais pas en l'air. Hein, peu importe d'où qu'ils viennent, mais voilà. Vous en avez marre là? Oui, là, ça y est. On s'est tous réunis, là, regardez. On commence à en avoir marre, là. Ça y est, c'est la saturation. Là. Et cette saturation, tous les commerçants du quartier des Olives la ressentent. Depuis près de 20 ans, ils attendent que les élus viennent les voir afin de faire bouger les choses. Les places de parking aussi, c'est une véritable catastrophe. Les promesses ne sont pas tenues. Et voilà, on en a vraiment marre. On est motivés, on est tous motivés parce qu'on y croit, parce qu'on croit en notre village. Les Olives, ce n'est pas un village qui est mort, c'est un village qui est endormi. Donc je pense qu'avec la motivation de tout le monde et l'aide de tout le monde, on peut y arriver. Malgré le ras-le-bol collectif, ces commerçants ne sont pas prêts à mettre la clé sous la porte. En période électorale, ils espèrent être entendus.
Et maintenant, quelle solution pour lutter contre le recul du trait de côte? Sur la côte d'Opale, les difficultés liées à l'érosion et au recul du trait de côte sont nombreuses. Ici et là, on teste et on essaye de protéger les sites et l'arrière-pays. Exemple en baie d'Authie, au bois des Sapins. Caroline Fichten pour WEO TV. Ce filet, c'est ce que l'on appelle un piégeur de sable. À marée montante et descendante, le sable se coince aux pieds pour, au bout de quelques mois, former une petite butte. Ici, le danger, c'est que le lit de la rivière tapait directement dans le bois de sapin, qu'on aura l'occasion de voir un peu plus tard, et qui grignotait petit à petit la dune. Donc l'idée, c'était de pousser le lit de la rivière vers le nord, de façon à l'éloigner de la bordure et à récupérer le sable existant. Le premier système a été installé fin 2014. Il n'est pas optimal car l'Authie a repris il y a quelques mois son lit initial. Mais ces nouveaux filets rehaussent l'ancien système qui, même s'il n'est pas 100% efficace, est tout de même intéressant. On a fait un test qui s'est avéré pas aussi, je veux dire, à 100% de nos espérances, mais à 75% de ce qu'on espérait. Donc dans tout test, voilà, 25% de manque de réussite, c'est quand même plutôt bien. Sur ce site du bois de sapin, l'objectif est double. Il faut donc écarter l'Authie, mais aussi capter un maximum du sable qui s'envole de la plage pour recréer la dune protectrice des bachans qui sont derrière. Pour cela, un autre type de filet, des filets coco, ont été installés. On avait une marche qui faisait 40 cm d'hauteur et ensuite on était directement dans les champs. Là maintenant on est arrivé après 2 ans et demi à plus de 4 mètres d'hauteur. Tant que le sable va se capter dessus, on remontera au fur et à mesure de façon à ce que la dune se recrée. Et puis on le voit, on est dans un milieu qui est quand même très efficace et ça se revégétalise très rapidement. On voit les zoyas repousser, certaines plantes revenir. Donc ça veut dire que malgré tout ça, la vie elle continue derrière, quoi. Pour autant, il faut rester vigilant et bien observer ce qui se produit, notamment en cas de fort coefficient de marée. La lutte contre les effets de la mer et du vent est un combat compliqué. Les solutions qui fonctionnent à un endroit peuvent être inefficaces à un autre. La Vendée en avance sur la redevance incitative. Ce département compte parmi les premiers en matière de tri des déchets au niveau national. Ce sont 80 kg d'emballage triés chaque année par habitant et de plus en plus de communautés vendéennes sont passées à cette méthode. Une méthode qui inspire d'autres départements. Exemple, les représentants des collectivités corses qui étaient en Vendée il y a quelques jours. Ils ont découvert l'ensemble des aménagements mis en place pour collecter et trier les déchets. Pierre Dalicieux pour TV Vendée. Depuis 2011, à La Roche-sur-Yon et son agglomération, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est passée en redevance incitative. Moins on jette, moins on paie. Une taxe qui, depuis son entrée en vigueur, a réduit le tonnage de déchets ramassés de 20% sur l'agglomération yonnaise. Et pour réduire sa facture en jetant moins, les solutions sont nombreuses. Il y a le tri chez soi, il y a aussi les outils de tri qui sont offerts par les collectivités, l'agglomération en particulier, nos déchetteries qui ont été modernisées et qui permettent d'accueillir de nouveaux flux de tri. On a aussi tous nos points d'apport volontaires, on a les colonnes enterrées pour lesquelles on est réunis ici ce matin. On a nos sacs de pré-collecte qui ont été distribués à tous les usagers. On a nos composteurs individuels qui sont proposés en habitat individuel. On a des plateformes de compostage collectif. Donc il y a aujourd'hui une multiple façon de réduire le volume d'ordures ménagères et potentiellement de réduire sa facture. Chaque foyer de l'agglomération yonnaise doit payer un ramassage toutes les 3 semaines. Chaque ramassage supplémentaire est facturé en plus. Aujourd'hui, quasiment la moitié des Vendéens est concernée par cette redevance qui a permis une baisse de 37% de la production d'ordures ménagères dans les 9 collectivités engagées dans cette démarche. Aujourd'hui, une bonne partie de notre territoire vendéen est passée à la redevance incitative. Les collectivités littorales y réfléchissent très fortement. Certaines ont déjà acté le principe pour une mise en place en 2018. Et puis le Sud Vendée et les herbiers sont partis aussi en redevance incitative. Donc il y a une dynamique vendéenne autour de la redevance incitative. Une dynamique vendéenne qui inspire d'autres territoires. Ces élus et agents de collectivités viennent tout droit de Corse, où cette tarification n'existe pas. L'objectif, la mettre en place sur l'île de Beauté. Ici, le travail est même un peu plus qu'exemplaire parce que l'expérience de la tarification incitative, elle a quelques années sur la Vendée. Elle a produit des effets qui sont remarquables et qui sont reconnus au niveau national. On n'est pas venu ici par hasard. La Vendée est en tête des départements français où l'on trie le mieux.
et se prépare depuis plusieurs années à la loi de transition énergétique qui fixe comme objectif moins 10% de déchets en 2020 par rapport à 2010. C'est la poursuite de l'opération La Fête des marchés, une opération qui permet de revitaliser les marchés traditionnels dans les territoires. On se rend ce matin au Perreux-sur-Marne, en région Île-de-France, où Campagne TV a été faire son marché et c'est Yves Delafont qui y était. La fête internationale des marchés qui se tient du 12 au 28 mai. Donc c'est un sublime marché, c'est très important de venir au marché, j'y tiens vraiment. Moi je suis une maman, je suis une cuisinière. J'adore aller au marché parce que je trouve qu'on peut vraiment avoir cette approche directe avec le producteur et le produit. L'animation de la Fête internationale des marchés, c'est crucial pour notre ville puisque ça met en avant le commerce local et nous y croyons beaucoup. Le marché, c'est hyper important parce que c'est notre cœur de vie économique, c'est le poumon économique de la ville, c'est le rendez-vous incontournable des Perruxiens. On peut y trouver des produits de très très bonne qualité. D'ailleurs, on a des consommateurs avisés, donc il faut répondre à cette demande par une offre de qualité. On fait une petite démonstration culinaire avec tous les produits du marché. Donc c'est dans le cadre de la Fête internationale des marchés. Et voilà, depuis ce matin, on a été piocher chez les commerçants plusieurs petits produits, fruits, légumes, poulet, crevettes, voilà, l'histoire de faire marcher tout le monde. Et on cuisine en direct, donc trois plats. Une cuisine très simple, rapide, que les gens puissent retrouver ça aussi sur le marché et pouvoir le faire chez eux en fait. Les nouvelles générations ne viennent pas forcément au marché. Tandis que là, ça fait quand même plus d'animation. On est quand même un peu plus soutenu, on va dire. Ça fait un petit coup de projecteur, ça nous fait quand même du bien. La fête internationale des marchés, c'est un petit peu comme la fête de la musique, c'est un moment de convivialité et c'est en fait mettre en valeur ce que les gens aiment en fait. On vient pratiquement toutes les semaines, été comme hiver, et on apprécie beaucoup quand il y a une ambiance comme ça piétonne, que les rues sont privatisées. J'aime mon marché. Et l'opération Fête des marchés se poursuit jusqu'au 28 mai. Voilà, fin de ce journal des territoires préparé par Soumaya Benaïssa. Dans un instant, le club des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Mais tout de suite, la une de vos journaux en région aujourd'hui. Voilà, toutes les unes sont bien entendu consacrées à Manchester et ça commence avec La Voix du Nord. Aux enfants de Manchester, au moins 22 morts et 59 blessés à la sortie d'un concert pour jeunes au Royaume-Uni. Vous le savez, pour le Courrier Picard, tous unis avec Manchester. Pour Libération Champagne, Manchester face à la barbarie. Pour le Républicain lorrain, la jeunesse anglaise, cible du terrorisme. Et d'ailleurs, Xavier Brouet écrit une salle de concert avec pour cible désignée des enfants. La surenchère mortifère de Daesh ne s'impose aucune limite, écrit Xavier Brouet dans le Républicain lorrain. Pour la Charente libre, la folie djihadiste brise Manchester. Et là, c'est Jean-Louis Hervois qui dit cette fois, c'est la jeunesse anglaise qui a été frappée chez les Britanniques. La sidération et la colère sont les mêmes que celles des Français au lendemain des attentats de novembre 2015, de celui de Nice et de tous les autres, avec les mêmes questions sans réponse évidente sur l'efficacité d'une lutte anti-terroriste forcément imparfaite dans la Charente libre. Dans la Nouvelle République, les ados de Manchester cible des islamistes. Et puis pour le Télégramme, c'est la jeunesse foudroyée. Pour le Parisien, c'est la jeunesse assassinée. Et pour Presse Océan, c'est Manchester sous le choc.
pour le Midi Libre, la jeunesse assassinée également, avec cette même photo d'une adolescente soutenue par les forces de l'ordre à la sortie du concert. Et puis, le Midi Libre dit chaque fois les mêmes mots, les mêmes pleurs, du sang et des larmes. Le terrorisme se cache, mais il a bien un visage inhumain. Nos démocraties ne comprennent plus cette folie planétaire, alors l'endiguer. L'attentat contre la jeunesse pour la Dépêche du Midi, c'est effectivement le dernier titre de la presse quotidienne régionale pour aujourd'hui. Donc toutes ces unes consacrées à bien sûr l'attentat terroriste de Manchester. Et bien sûr c'est la une de Ouest France, Michel Urvois ce matin, et ce drame de Manchester, cet attentat terroriste, avec la task force, renforcer la coopération européenne. Emmanuel Macron l'a réaffirmé hier. Des solutions, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus? Ah oui, les mêmes faits, les mêmes larmes et les mêmes réflexions qui obligent bien sûr à aller plus vite en matière de protection, avec des choses qui ont été dites, qui ont été promises et qu'il va falloir évidemment appliquer. Il y a l'idée de la task force, il y a l'idée de renforcer le renseignement, il y a l'idée de renforcer les polices de proximité. Ce qu'on appelle la coopération européenne des polices. Il y a la coopération européenne, mais là, dans l'affaire de Manchester, on a affaire à un jeune qui est né à Manchester. Donc un jeune anglais, il faut le rappeler. Voilà. Et donc, on voit bien qu'il n'y a pas une réponse toute faite. Il n'y en a pas, en tout cas, qui consiste à fermer les frontières pour se sentir en sécurité, comme certains l'ont préconisé. On voit bien que le travail de proximité, de terrain, de renseignement intérieur et de renseignement international est primordial dans ce genre d'affaires. Mais on le dit à chaque attentat, on le dira au prochain. L'important, c'est d'avancer, l'important, c'est de résister, l'important, c'est de réussir à vivre normalement, parce que c'est ce que cherche le terrorisme, c'est nous fragiliser, nous déstabiliser. Michel Urvois, le directeur éditorial de Ouest France, présent sur ce plateau ce matin. Denis Jambard, de Sud Radio et Nice Matin, bonjour. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Olivier Allemand de Campagne TV, évidemment à Nice, une grande émotion, pour des raisons évidentes. Nice, victime bien sûr des attentats également. Voilà, task force, Denis Jambard, coopération européenne. Évidemment, ce ne sera pas suffisant, mais ces deux principales mesures confirmées par Emmanuel Macron hier. L'idée d'Emmanuel Macron de constituer une force spécialisée, au fond, autour de lui, pour s'emparer de ces sujets, est plutôt une bonne idée, mais il faut toujours... Ça existait déjà sous le précédent. Oui, mais il veut renforcer ce dispositif, le rendre plus permanent, si j'ai bien compris. Et simplement, toujours rappeler qu'il n'y a pas de risque zéro et que malgré tous les efforts déployés, ils sont déjà nombreux. Tout le travail fait sur le renseignement qui a permis d'éviter bon nombre quand même d'attentats, d'après ce que nous explique la police et les dirigeants politiques. Et il n'y a pas de raison de ne pas les croire, d'ailleurs. Eh bien, il faut rester avec l'idée, qu'il faut continuer à vivre, qu'en effet, comme vient de le dire Michel, céder sur nos libertés, sur nos principes fondamentaux, nos valeurs, eh bien, c'est déjà donner une victoire à Daesh, et que donc, par ailleurs, eh bien, il faut renforcer surtout le travail de renseignement pour pouvoir agir en amont le plus sérieusement possible. C'est pas un déploiement permanent de forces, certes, symboliquement, c'est très fort vis-à-vis du public, mais ce n'est pas un déploiement permanent de forces dans les rues qui va éviter ces attentats-là. C'est tout le travail en amont, de mon point de vue, qui doit permettre de réduire le risque, tout en répétant toujours, il n'y a pas de risque zéro. Comme vous êtes éditorialiste à Nice Matin, je vous pose la question. Les festivals de l'été, ils vont être nombreux, notamment sur la Côte d'Azur. Une inquiétude, évidemment. Non, mais bien sûr, mais des mesures de sécurité ont été annoncées, renforçant les contrôles, notamment à la sortie et à l'entrée des concerts. La réponse, elle est dans le travail de prévention. Alors, il faut quand même dire que la France, de ce point de vue, est assez en avance par rapport à ce que faisaient les Britanniques. Et Madame May, la première ministre britannique, a décidé en effet de renforcer les moyens mis à la disposition de la lutte contre le terrorisme. Mais si vous vous rendez dans un stade en France aujourd'hui, par exemple au Grand Stade, ce qui m'est déjà arrivé, vous vous rendez compte qu'il y a des contrôles qui sont extrêmement sérieux. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on pourra tout éviter. Nous allons passer à l'agenda social reçu mardi à l'Élysée par le président Macron. Syndicats de salariés et organisations patronales sont divisés sur la réforme du travail voulue par le nouveau président. Après s'être entretenu avec la CFDT, la CGT et Force ouvrière, le président a reçu le MEDEF et d'autres représentants d'ailleurs des organisations patronales. L'objectif, c'était la discussion, mais il reste ferme sur sa volonté de mettre en place sa réforme au plus vite. C'est la mère de toutes les réformes. Michel Urvois.
C'est une réforme majeure, avec des différences par rapport à la loi El Khomri. C'est que celle-ci est annoncée, alors que la réforme El Khomri, la réforme Hollande, n'était pas dans le projet de Hollande, enfin, ou si peu, ou pas perçue en tout cas. La deuxième différence, c'est qu'elle intervient en début de quinquennat, donc à un moment où la faisabilité politique est plus forte que quand on est en fin de quinquennat très affaibli. Et puis la troisième chose, c'est qu'elle contient des éléments. Alors il y a des éléments qui sont perçus négativement, il y en a d'autres qui sont perçus positivement. Donc la manière dont les choses vont être présentées et organisées me semble avoir beaucoup d'importance. Juste un exemple, mais l'extension de la garantie chômage aux salariés démissionnaires ou aux indépendants est quelque chose d'extrêmement important. La conversion du CICE en allègement permanent de charges est quelque chose d'important. La transformation des cotisations familiales en CSG est quelque chose de très important. Donc, comment va être perçu l'ensemble ? Je ne sais pas. Les pierres d'achoppement, on les connaît. Hein. C'est la négociation en entreprise, c'est le périmètre de cette négociation. Justement, Denis Jambard, pour 2 Français sur 3, selon un sondage Odoxa, Emmanuel Macron doit tenir compte de l'avis des syndicats. C'est pas le sentiment que j'ai eu hier, il les a reçus. On n'est pas dans une négociation, on est dans une concertation, mais j'ai pas eu le sentiment qu'il ait donné beaucoup de grains à moudre. Et c'est d'ailleurs une vraie approche politique assez nouvelle, c'est-à-dire qu'il considère que la légitimité électorale est supérieure à la légitimité syndicale. Et il peut d'autant plus le faire qu'en effet, comme vient de le dire Michel Urvoas, il avait mis les cartes sur la table. Alors, on n'a pas la totalité du projet, on dit qu'il y a encore du flou, mais enfin, les grandes lignes ont été rappelées. Et donc, il utilise cette légitimité politique sortie des urnes, qui est encore en effet pas du tout abîmée. On verra... il ne s'agit même pas de parler d'état de grâce. Il a une légitimité pour mener la réforme qu'il a proposée pendant la campagne électorale. Après, la question qui lui sera posée, c'est de savoir si cette réforme-là, qui place en priorité, pour une raison bien simple, parce qu'elle doit être une réponse à cette question structurelle du chômage de masse dans ce pays, est-ce que les réformes qu'il propose auront une efficacité sur le chômage ? Le rendez-vous qu'il prend, ce n'est pas un rendez-vous pour le mois de septembre. Septembre, il aura fait ses mesures. C'est pour la suite, pour voir si, en effet, il obtient des résultats. Olivier Allemand, les syndicats ont demandé qu'on desserre le timing. Oui, mais c'est possible. Oui, alors justement, c'est révélateur justement de la méthode Macron. C'est vrai qu'effectivement, il a une légitimité au sortir des urnes et il a clairement indiqué que il ferait passer cette loi par ordonnance. Mais par contre, c'est vrai, donc on sent vraiment une main de fer dans un gant de velours, et il a juste proposé de desserrer l'agenda en ne faisant pas passer justement cette ordonnance en août, mais il a laissé entrevoir la possibilité de concertation jusqu'en septembre, quoi. Et là aussi, je trouve que c'est quand même assez révélateur de cette méthode Macron. Michel Urvoas ? Oui, tout dépend. Emmanuel Macron est quelqu'un qui a tendance ou qui donne l'image de celui qui sait ce qu'il faut faire. Oui. Donc, est-ce que je sais ce qu'il faut faire ira jusqu'à admettre une marge de négociation, et laquelle ? Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec Denis Jambard, il n'y a pas eu hier, il n'y a pas de négociation. Non. Hein, on maintient le cap, j'applique mon projet. Deuxième réflexion, peut-être l'ordonnance, ça n'est pas le 49.3. Alors, ça n'est pas tendre comme procédure, mais ça n'est pas un coup près, c'est pas une adoption sans vote. Il y a quand même un vote préalable de la loi d'habilitation qui contient le projet, donc ça c'est quand même important, d'où l'importance des législatives et d'une majorité absolue. Et il y a un second vote en fin de parcours qu'on ne cite jamais, mais qui, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, c'est la ratification de l'ordonnance. C'est une ratification explicite maintenant, c'est-à-dire il faut voter pour que ça s'applique. Sinon, c'est un simple, ça vaut un simple décret. Hein. Oui, mais bien sûr, c'est-à-dire qu'il n'a pas les mains totalement libres, et ça souligne d'ailleurs l'enjeu des élections législatives, c'est la nécessité pour lui d'avoir une majorité. S'il n'a pas une majorité absolue, il va falloir trouver les voies, s'il n'a qu'une majorité relative, trouver les voies au Parlement pour faire adopter cette loi.
Alors naturellement, on peut imaginer d'ailleurs qu'il va les trouver à droite, parce que je ne vois pas très bien ce que les Républicains pourraient opposer à ce texte qui va peut-être plus loin que tout ce qu'ils avaient rêvé depuis des années de faire. Olivier Allemand, il a reçu les syndicats sans son Premier ministre d'ailleurs hier. Oui, il a reçu... Philippe, il était absent. Qui était absent, mais alors justement, dans son calendrier... Il les reçoit aujourd'hui. Voilà, il les reçoit aujourd'hui avec, là aussi, la ministre du Travail. Mais c'est d'abord, effectivement, lui qui décide et le Premier ministre qui va organiser les choses. Denis Jeanbart. Je voudrais rajouter quand même quelque chose, c'est qu'il continue à mettre la tête sous l'eau du Parti socialiste et de François Hollande, puisqu'il a annoncé la mise entre parenthèses du compte pénibilité par la voix même du président du MEDEF. Donc quand même, il envoie des signes absolument incroyables sur son prédécesseur, puisque c'était... Quand on entendait François Hollande tirer son propre bilan, c'était sa grande œuvre. Alors, on fait un petit tour des syndicats. La CGC contre, Philippe Martinez a dit à O9, vieille recette. FO a du mal à se positionner. Jean-Claude Mailly veut trouver un juste milieu. La CFDT est disposée à écouter le président sur ce sujet. Laurent Berger ne s'est pas dit formellement opposé à un élargissement donc, de la primauté des entreprises dans cette négo. Et puis le MEDEF, c'est les plus fervents, mais... Un vrai bémol du côté des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas convaincues. L'UDP et CPME, par exemple, ce projet de loi ne leur sied pas. Alors, est-ce que cette réforme sera-t-elle bien faite par ordonnance? Est-ce qu'on en est sûr? Alors, pour le calendrier, on vient de voir qu'il a été un peu desserré légèrement. Est-ce qu'elle va se faire par ordonnance? C'est ce qui a été annoncé. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement, parce que céder sur la méthode... ce serait céder sur le fond, en ce sens que ce serait perdre, entre guillemets, du temps. C'est-à-dire offrir du temps aux contestations, qui sont d'ailleurs contradictoires, aux contestations pour se développer. Donc moi, je ne vois pas... Parce que s'il commence à céder là-dessus, ça veut dire que sur d'autres réformes, ça va être très compliqué. Je ne crois pas qu'il puisse céder, d'autant qu'à la fois, en effet, il ne faut pas laisser de l'espace à la contestation, la laisser s'organiser. Tenir, rappelons-nous comment Nicolas Sarkozy et François Fillon ont imposé la réforme sur les retraites. Ils ont tenu face à une manifestation. Donc on peut quand même imposer une grande réforme, dont on voit d'ailleurs les effets aujourd'hui, en tenant. Mais en allant vite, surtout, il donne du temps à l'efficacité de cette réforme. Il a compris, je pense, Emmanuel Macron, qu'il ne faut pas tarder à réformer. Un quinquennat, c'est très court. En réalité, c'est très peu de temps utile. Si vous perdez 6 mois au début, vous avez encore à peu près une année de campagne, comme on vient de le lire. Vous avez 3 ans pour réformer. Donc 3 ans, c'est très court pour obtenir des résultats sur une question aussi importante qui est le chômage dans ce pays et qui explique bien de la situation politique actuelle. Olivier Allemand, je n'ai pas parlé des organisations syndicales agricoles. Oui, mais quelles sont leur position Campus TV, vous? En tout cas, les organisations syndicales agricoles ont été reçues lundi et mardi par le nouveau ministre de l'Agriculture, Jacques Mézard. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, ils sont dans l'expectative. La nomination d'un ministre qui incarne pas forcément le renouveau dans un gouvernement qui est censé l'incarner a été assez mal perçu. C'est vrai que 12e Pourtant, c'est un spécialiste de ces questions. Alors, c'est un spécialiste de la ruralité, mais c'est surtout pas un spécialiste de l'agriculture et c'est surtout pas un spécialiste du Parlement européen. Il faut savoir que aujourd'hui, l'enjeu pour les syndicats agricoles, c'est la renégociation de la PAC 2020, et c'est vrai que ça veut dire que il faut être à moitié de son temps à Bruxelles et à moitié de son temps à Paris quand on veut être un bon ministre de l'Agriculture. Alors du coup, effectivement, sans ces deux expériences, il y a évidemment tout s'apprend. Il y a d'autres ministres de l'Agriculture qui n'étaient pas experts. Il y a surtout beaucoup de technocrates autour de tous les ministres qui connaissent ces sujets. Oui. C'est fixer la priorité, la problématique. Voilà. Fixer la priorité, au fond. C'est ça. Oui, mais s'agissant de la négociation des européenne, aides pour la PAC, bien sûr. Oui, je pense que ce gouvernement est suffisamment européen pour qu'on puisse espérer qu'il pèse politiquement. Bon, ça suppose qu'il traduise ses intentions en actes et qu'il acquiert, qu'il entretienne cette autorité. Mais enfin, de Matignon, de l'Élysée à peu près tous les principaux ministères, on a des gens qui sont très engagés sur le plan européen. Et donc, je pense qu'il y a mais vous avez raison. Oui. C'est bien ça qu'attendent les syndicats. Clairement. Et pour revenir sur la réforme du Code du travail, elle est très importante aussi pour nos partenaires européens, parce que ça sera un signal qu'ils attendent sur la capacité de la France à faire des réformes. C'est la confiance, elle est fondée là-dessus. Créer une confiance, en effet, au niveau européen. Et particulièrement. Donc,
La mère de toutes les réformes. Merci Michel Urvois de Ouest France, Denis Jeanbart, Denis ce matin et Olivier Allemand, notre partenaire de campagne TV. On passe à la météo, ça vous intéresse Olivier Allemand? Bien sûr. Le temps qu'il fait fait un en week-end France. de 4 jours. Voilà, le temps qu'il fait en France aujourd'hui, week-end de 4 jours et la météo des DOM. La météo vous est présentée par Teroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec Teroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, une météo produite par Campagne TV, notre partenaire. Voilà. Dans quelques minutes, c'est François Patriat, le sénateur de la Côte d'Or, un soutien de la première heure d'Emmanuel Macron qui sera notre invité politique. Mais tout de suite, le Zap Élysée. Premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble. Moins de 24 heures après l'attaque, l'État islamique a revendiqué l'attentat de Manchester. C'est évidemment toute l'Europe et l'Europe libre qui a été attaquée. C'est la jeunesse européenne et britannique qui a été attaquée en son cœur. Ils assistaient hier soir au concert de la chanteuse américaine Ariana Grande dans la Manchester Arena. Ce sont des lâches et des assassins qui frappent des gens sans défense et qui ensuite créent dans la société un trouble qui favorise les opinions les plus extrêmes et les plus lamentables. Je persiste à dire, et j'assume mon propos, qu'on ne fait pas le nécessaire pour protéger les Français face à cette menace islamiste, terroriste. Malheureusement, quelles que soient les mesures que l'on prenne depuis des années, on ne peut pas empêcher le fait qu'il y ait des attentats. La France est elle-même extrêmement menacée. Il y a une réalité, c'est que nous sommes aujourd'hui le troisième pays victime d'actes terroristes. Heureusement que les Républicains étaient là pour voter les lois sur le renseignement. Heureusement que les Républicains étaient là pour voter l'état d'urgence. Et donc nous avons toujours pris nos responsabilités dans ce domaine. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a réuni l'ensemble des directions opérationnelles pour renforcer encore la vigilance pour la protection des Français. Nous avons donné un certain nombre de consignes aux organisateurs d'événements sportifs, culturels. Il leur a accordé 1 heure à chacun. Une prise de contact entre le président de la République et les partenaires sociaux pour évoquer principalement la réforme à venir du Code du travail. Je lui ai demandé que la méthode ne soit pas à la hussarde, comme je l'avais déjà dit, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une forme de précipitation qui ferait que il y aurait d'ici l'été, d'ici la fin de l'été, d'ici fin août, le sentiment qu'il faudrait avoir tout réglé. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Il sait très bien que sur les indemnités prud'homales, on n'est pas d'accord. On ne va pas perdre du temps sur des choses où on est vraiment en opposition. Il faut tout simplement avoir un plafond. C'est de la raison. C'est d'ailleurs la plupart des peines sont plafonnées en général, y compris les peines de prison. Donc pourquoi on ne plafonnerait pas les prud'hommes? Vouloir barémiser comme un produit de supermarché un licenciement, c'est absolument scandaleux. On ne règle pas certains problèmes en 3 réunions, c'est évident. Ou alors c'est un blocage. Je n'ai pas senti une volonté de blocage du président de la République. Je ne suis pas en marche. Par contre, j'ai envie que ça marche. Pourquoi vous êtes pas en marche ? Parce que je n'ai pas changé d'idée, de valeur depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Moi, j'appelle les candidats, les élus de ma famille politique, des Républicains, de rejoindre la majorité présidentielle. Peut-on attendre encore 5 ans et faire le régime des partis ? Comme disait le général de Gaulle, il faut préférer son pays à son parti, il faut travailler pour la France. En rejoignant En Marche, ils se sont mis en marge des Républicains et ils ont donc changé d'opinion. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio.
Voilà, l'invité politique ce matin de Territoire d'Info sur Public Sénat Sud Radio avec la presse quotidienne régionale, c'est François Patria. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur de la Côte d'Or et vous êtes surtout le soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, toute première heure. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, Véronique Jacquier de Sud Radio et Oriane Mancini de Public Sénat. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour. François Patria, le terrorisme et la politique d'Emmanuel Macron, coopération renforcée, task force. Est-ce que cela est suffisant pour mener la guerre contre le terrorisme? C'est ce qu'a réaffirmé le président. Vous savez que certains avaient pu par le passé douter des qualités d'Emmanuel Macron sur le régalien. Il a montré depuis son installation que la sécurité, la défense, l'engagement qu'il a sur le plan européen et sur le plan mondial aujourd'hui dans ce domaine, la relation qu'il a avec déjà les chefs d'État qu'il a rencontrés et qu'il aura, lui donne, je crois, une forme de crédibilité et d'autorité. Je pense que son engagement contre le terrorisme aujourd'hui est total. Total, et il va le montrer à travers les décisions qui seront prises à la fois par le gouvernement, mais aussi par tous les partenaires qui peuvent nous aider à lutter contre le terrorisme aujourd'hui. Mais François Patria, est-ce qu'il ne faut pas insister quand même sur le volet sécuritaire et lutte fondamentale contre le terrorisme islamique en parlant du sort qu'on veut réserver aux fichiers S, en parlant de ce qu'on fait de ces jeunes qui partent combattre en Syrie et qui reviennent après en France? C'est quand même, il y a un angle mort là dans la politique d'Emmanuel Macron sur ces sujets. Pensez-vous aujourd'hui réellement que l'arsenal dont nous disposons et qui a été voté par la droite et par la gauche au cours des années est insuffisant? Je pense que ce qui est insuffisant aujourd'hui, c'est la force du renseignement et la task force que souhaite établir Emmanuel Macron, à côté d'un plus grand nombre de gendarmes et de policiers, des 10 000 qui ont été annoncés et qui seront tenus par le gouvernement et qui seront sans doute accélérés dans le temps. Parce que la menace a toujours été constante. On sait très bien que la France est terriblement menacée, qu'empêcher un attentat c'est difficile. Mais quand on voit quand même, dans les mois passés, le nombre d'attentats qui ont été déjoués, déjà la puissance et la qualité des forces de notre pays, bien sûr qu'on peut encore faire mieux, bien sûr qu'on peut encore renforcer, mais sur les fichiers S... Le syndicat de police Synergie qui demande que les forces de l'ordre puissent entrer armées dans les salles de spectacle. Ça, c'est une demande qui vous paraît légitime? Ça, c'est une demande à négocier entre le ministre de l'Intérieur, la société civile, elles-mêmes, les forces de l'ordre elles-mêmes. Je crois qu'elles ont déjà obtenu, en termes de légitime défense, les moyens nécessaires, pouvoir entrer armées dans les salles de spectacle. Pourquoi pas, à condition qu'il y ait quand même des remparts de mis, des garde-fous, pour qu'il n'y ait pas l'impression toujours d'être en guerre permanente. On voit bien aujourd'hui dans les gares la présence de policiers armés. Les Français ne s'en offusquent pas. Je ne vois pas pourquoi ils pourraient s'en offusquer dans d'autres lieux très menacés. Surtout quand on voit que maintenant, c'est la jeunesse qui est visée, on l'a vu en Angleterre, qu'on fait de l'attentat de masse, et que sur ce domaine, effectivement, moi, ça ne me choquerait pas. Alors, Oriane Mancini. François Baroin, votre collègue sénateur François Patria et chef de file des Républicains pour les législatives, a préparé une loi d'organisation de la sécurité intérieure et de la justice avec notamment des mesures concernant les fichiers S. Il a préparé une loi pour le mois de juillet. Est-ce que vous êtes prêt à l'examiner, cette loi? Écoutez, il y aura déjà un ordre du jour qui sera imposé par le gouvernement. Et c'est celui-là que nous allons prendre en priorité. Vous imaginez bien quand même que nous n'allons pas examiner en priorité les propositions de loi faites par l'opposition. J'ai bien compris que François Bornois, que je respecte, que je connais par ailleurs, dans son rôle aujourd'hui, est en train de nous proposer des lois issues d'un programme qui n'était pas celui du candidat qu'il a soutenu avec beaucoup de véhémence, en espérant être son Premier ministre à l'époque. Donc maintenant, voilà un programme très en retrait, un programme de cadeaux fiscaux ingérables et non finançables, un programme sur la sécurité qui va au-delà de ce qu'aujourd'hui est possible de réaliser dans l'immédiat. Donc, je pense que nous allons d'abord examiner les 3 textes prioritaires du chef de l'État avant d'examiner les textes de loi de François Baroin. Dernier mot sur ce sujet. Aujourd'hui a lieu un nouveau conseil de défense avec notamment l'examen, la question de l'état d'urgence. Est-ce que selon vous, il faut le prolonger, cet état d'urgence? Je pense que oui. À titre personnel, je pense que oui. Personne ne comprendrait qu'il y ait un relâchement. Ni la population, d'autres le comprendraient peut-être très bien. Ce sont aujourd'hui nos ennemis qui pourraient le prendre comme un signe de relâchement. Donc moi, je suis partisan du fait de maintenir l'état d'urgence aujourd'hui, non pas pour sécuriser les Français dans l'esprit, mais pour que les forces soient toujours bien mobilisées et que la mobilisation soit totale et constante. Sur la méthode de Macron et la loi travail, les syndicats ont gagné 1 mois pour négocier. Est-ce que le fait de lâcher du lest, ça permet d'éviter des tensions dans la rue, que ce soit cet été ou à la rentrée? Je crois qu'on a bien vu par le passé avec la première loi Macron comment s'était passé le débat, très long à l'Assemblée, des centaines d'heures. J'imagine que le gouvernement, s'il veut être aujourd'hui traité par ordonnance, a raison de le faire. Et moi, je voterai la loi d'habilitation sans aucun état d'âme. Vous, parlementaire, vous défendez les ordonnances. Vous ne vous dites pas qu'il aurait fallu un vrai débat parlementaire sur ce sujet? Moi, je suis pour les ordonnances. Je me souviens d'ailleurs, je suis un vieux parlementaire, vous me le rappelez souvent d'ailleurs, que
lorsqu'on a voté les ordonnances sur la retraite, sur la 5e semaine, personne ne s'était plaint à l'époque qu'on les votait par ordonnance. Il n'y a pas les bonnes ordonnances et les mauvaises ordonnances. Il y a les ordonnances de l'urgence, de la situation économique de ce pays qui sont nécessaires. Et sur la politique à l'épreuve des faits, le département du Lot-et-Garonne appelle Emmanuel Macron au secours. Le potentiel fiscal est très faible. Il y a 63% de foyers qui sont non imposables. La situation financière est explosive avec la baisse des dotations de l'État. Donc ils disent on ne s'en sorte plus, il faut trouver une solution. Quelle est la bonne solution que pourrait préconiser Emmanuel Macron? Il y a 15 départements en plus qui menacent de se greffer sur la demande du Lot-et-Garonne. J'entends bien que les départements ont des tâches nouvelles, qui ont été des missions nouvelles, qui leur ont été rendues pour partie obligatoires et qu'elles ont des difficultés. Mais ce que je voudrais dire avant, c'est j'ai présidé une collectivité pendant 12 ans, une région, une grande région, la région Bourgogne. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je vois des collectivités qui veulent s'occuper de tout et parfois, ce pas ceux, non pas pourquoi elles ont été élues. Des collectivités qui veulent tout faire. Quand on a vu les départements ici, dans le débat au Sénat, ils voulaient tout faire, le tourisme, l'économie, le numérique, ils voulaient tout faire. Ils veulent tout faire et après ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas tout faire. Donc finalement, le message c'est débrouillez-vous. Je sais bien, non. Le message c'est, il faut bien analyser les difficultés des collectivités, pas seulement d'ailleurs, il y a des petites collectivités, il y a des mairies, il y a des communautés de communes, il y a des départements. Je crois que par le passé, le gouvernement précédent a pris en compte les difficultés des départements et y a remédié financièrement. Je crois qu'au cas par cas, maintenant, Emmanuel Macron a souhaité réfléchir sur l'avenir des départements, là où il y a des métropoles, dans les territoires ruraux où ils sont présents et nécessaires, où ils assument des fonctions que personne ne pourra assumer. Ces fonctions, dans le social et dans d'autres domaines parfois que personne ne peut assumer, il faut les accompagner pour le faire. C'est François Patriat, le sénateur de la Côte-d'Or, soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, qui est notre invité ce matin dans Territoire d'Info sur Public Sénat et Sud Radio. François Patriat, la moralisation de la vie politique, un autre chantier pour ce début de quinquennat. Était-ce vraiment une priorité? Je crois que ce qui s'est passé pendant la campagne électorale a montré que face à un cri toujours un peu vulgaire des Français, les parlementaires ou les élus tous pourris, il fallait apporter non pas des garanties mais de la transparence. La transparence, elle existe déjà beaucoup. Vous savez que l'exigence par rapport aux élus. Alors maintenant, sur le non-cumul des mandats, on a avancé. Non, mais sur l'idée de la moralisation, par exemple, le fait de dire on limite la durée de vie de l'élu à 2 ou 3 mandats, est-ce que ça vous paraît démocratique? Est-ce que le seul juge, c'est pas le citoyen? Si là, on a envie de voter pour que son élu soit maire pendant 5 mandats, c'est son droit, non? Vous vous adressez à moi, je suis l'exemple même de l'élu qui a accumuler les mandats dans le temps. Ouais. Mais j'ai eu des périodes de jachère électorale aussi, où j'ai été battu. Donc j'étais 3 fois à l'Assemblée, 2 fois au Sénat, présidence de région en même temps. Je pense qu'on peut effectivement changer de fonction élective. On peut être 3 mandats, me paraît être dans l'air du temps. Je crois que le cumul des mandats indéfinis, comme on l'a connu, avec des parlementaires que j'ai vu ici, arrêtés à 85, 88 ans, cette époque est révolue. Nous ne sommes plus dans le même temps. Je pense qu'il faut effectivement, maintenant légiférer dans ce sens-là. La suppression de la réserve parlementaire. La suppression de la réserve parlementaire. Moi, j'y suis à titre personnel favorable, parce que je sais que je suis minoritaire au Sénat. Mais parce que les sénateurs pensent que ça leur sert de cagnotte pour être élus. Moi, je pense qu'aujourd'hui, d'abord, ça prend un temps de travail extraordinaire. Parfois, pour des sommes très modiques, on peut aider telle ou telle petite commune. Je pense qu'il faut trouver aujourd'hui un moyen, puisque c'est pour aider les petites communes dans des dossiers où elles n'ont pas assez de financement. C'est pour apporter 3 000. Moi, j'apporte en moyenne entre 5 et 10 000 euros. Est-ce que ça a un sens vraiment? Ça peut aider pour acheter des panneaux, etc. Mais est-ce que ça a vraiment un sens? Moi, je pense que c'est une lourdeur administrative. Je suis à titre personnel, je sais que je suis minoritaire pour la suppression de la réserve parlementaire. François Patriat, sur la moralisation de la vie politique, polémique ce matin sur un lucratif montage immobilier de Richard Ferrand. Les mutuelles bretonnes qu'il dirigeait ont loué un bien à son épouse. Résultat, un bénéfice de plus de 580 000 euros pour cette dernière. Bon, le montage n'est pas illégal, mais est-ce que c'est pas un premier accroc quand même au sein d'un gouvernement qui se veut irréprochable? Vous savez, jamais je ne me suis permis de commenter ici et ailleurs ce qui est arrivé dans l'affaire du candidat Les Républicains. Je ne commande pas des affaires que je ne connais pas, au vu des journaux, je n'ai pas envie de faire. Ce que je sais, c'est que ça n'est pas illégal.
Moi, je connais bien Richard Ferrand. Je pense que c'est à lui aujourd'hui d'apporter les réponses et qu'il est en capacité de le faire. Alors, il y a un autre sujet. Selon Mediapart, Alain Tourret, qui est député du Calvados, a utilisé son IRFM à des fins personnelles. On parle notamment d'achat chez Darty, de parties de golf, de Club Med au Sénégal. Il a certes remboursé 16 000 €, mais vous étiez, vous, à la commission d'investiture qui a délivré les investitures au nom de La République En Marche, et vous lui avez donné l'investiture à Alain Tourret dans la 6e circonscription du Calvados. Est-ce qu'aujourd'hui, vous le regrettez? Est-ce qu'il peut encore faire campagne au nom d'En Marche? Je connais très bien Alain Tourret par ailleurs. L'utilisation de l'IRFM, je pense que c'est quelqu'un qui est foncièrement honnête. Mais il faut comprendre que l'IRFM, aujourd'hui, telle qu'elle était conçue par le passé, a été conçue dans le fait qu'elle était utilisable pour des fins, effectivement, uniquement parlementaires. En tout cas, dans le cadre de sa fonction. Si elle est débordée, c'est-à-dire, là encore, c'est pas très moral. Je crois que c'est plutôt une affaire morale qui est légale par ailleurs. Et que quand maintenant le nouveau règlement du Sénat y a répondu, puisqu'on doit s'engager sur l'honneur d'utiliser de façon, j'allais dire, tout à fait honorable et légale, l'utilisation de l'IRFM. C'est un et qu'on doit en rendre compte, et on doit même la rembourser à la fin. Ce que je souhaite, c'est ce qu'a proposé le chef de l'État. Que demain, on la rende tout à fait transparente, qu'elle soit fiscalisable. Après, les élus en feront ce qu'ils voudront. Ce sera comme une recette, comme un salaire normal. Alors, sur qu'elle soit bien fiscalisable demain. Oui, sur la campagne des législatives, les anciennes ministres Marisol Touraine et Myriam El Khomri font campagne sans le logo PS, mais en se réclamant de la majorité présidentielle alors qu'elles n'ont pas l'investiture, La République En Marche. Est-ce qu'elles ont quand même votre soutien? Bien sûr que des ministres, non mais des ministres comme Stéphane Le Foll, comme Marisol Touraine, qui au cours de ce mandat ont prouvé à la fois leur engagement à la fois politique dans le sens de la social-démocratie, de l'ouverture, et qui par ailleurs ont été des ministres qui ont été à la fois solides et engagés et qui, à aucun moment, n'ont atteint Emmanuel Macron à travers des propos parfois un petit peu agressif, jamais. Il y a de la bienveillance à leur égard, je pense qu'elle est justifiée. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un deal avec ces personnalités, à la fois Marisol Touraine et Myriam El Khomri, mais aussi Thierry Solaire et Franck Riester, qui eux non plus vous n'avez pas investi de candidat contre eux. Est-ce qu'il y a eu un deal pour la prochaine législature? Est-ce qu'ils se sont engagés à vous soutenir? Ce que je peux vous dire de la Commission, c'est que la Commission a examiné sur toutes les circonscriptions les candidats qu'il y avait. Ça nous a produit plusieurs centaines d'heures. Nous l'avons fait. Il y a ces cas-là, les cas où il n'y a pas de candidat aujourd'hui, ont des cas qui ont été réglés par le comité politique. Nous avions mis des candidats partout, et après le comité politique qui entérinait les décisions de la commission d'investiture a pensé que et bien sûr, on nous a avertis. On est revenu vers nous en disant, voilà, le comité politique pense qu'aujourd'hui, par rapport à ceux qui s'engagent demain, parce qu'il n'y a pas seulement le fait de dire aujourd'hui qu'ils ont été loyaux à l'égard d'Emmanuel Macron et jamais agressifs, il y a le fait qu'ils s'engagent d'ores et déjà à soutenir demain la politique du gouvernement, à droite comme à gauche. Ils ont dit qu'ils la soutiendraient sans bémol et sans soutien à la carte. Donc on peut considérer non seulement la bienveillance, mais je souhaite que ces candidats soient réélus demain. Oui. Alors, après les législatives, il y aura les sénatoriales. Le 24 septembre, la moitié du Sénat sera renouvelée. Est-ce que vous pensez que vous serez en mesure de constituer un groupe de La République En Marche? Je pense que c'est vrai que le Sénat... M. Mézard a raison de dire que le Sénat, ce n'est pas l'Assemblée. Un groupe homogène qui colle exactement à la majorité. Je crois qu'il va y avoir des textes importants. Et le besoin qu'il y a, c'est un besoin de cohérence. Il faut que ceux qui veulent soutenir le gouvernement, qui soutiennent la politique du Premier ministre et du Président de la République, doivent pouvoir être cohérents. Et ça passe forcément par une coordination. Mais vous avez compris qu'avant les élections, avant qu'on connaisse l'état des lieux, eh bien, avant les élections législatives... Mais vous rêvez de quoi, François Patria? Vous rêvez d'un groupe macroniste transpartisan? Moi, je rêverais demain d'un groupe voilà, exactement. Non pas d'un intergroupe, ça fonctionne pas très bien, mais d'un groupe qui réunisse tous ceux qui sont La République En Marche demain. Je sais bien que dedans, il n'y a pas de marche. De Didier Guillaume à Jean-Pierre Raffarin. Mais ça pourrait aller demain. Il faut que dedans, il y ait des gens du RDSE, des gens qui viennent du groupe socialiste, des gens qui viennent de l'UDI, voire des Républicains. Je vous rappelle quand même que demain, après la construction du parti, la double appartenance ne sera plus autorisée. Donc il faudra que les gens choisissent. Soit ils seront en marche, et moi je souhaite que demain, et je pense qu'après les élections, ils viendront en marche. Donc je pense qu'on sera plus nombreux, mais on y réfléchira après les élections. François Patria, merci d'avoir été notre invité. Vous êtes un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron, je le disais, à En Marche. Comment vous jugez les 10 premiers jours du nouveau président, la touche Macron? Un sans faute. Sans faute du président. Je crois que les Français découvrent aujourd'hui à la fois la stature du président, sa docilité, son autorité qui n'apparaissait peut-être pas aux yeux des Français aussi nettement qu'aujourd'hui, mais je crois qu'il a incarné l'habit du président. Il fait président. Merci. Il décide en toute autorité et moi je suis satisfait de ces 8 premiers jours. François Patria, sénateur de la Côte d'Or, d'avoir été à notre invité ce matin. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Voilà,
Alors que notre invité François Patriat quitte ce plateau, le sénateur de la Côte d'Or, il salue d'ailleurs Denis Jeanbart en partant. J'accueille Denis Jeanbart, Denis ce matin de Sud Radio. Bonjour Denis. Yves, bonjour à tous. Et j'accueille Yves Tréhard, le directeur adjoint Bonjour Denis, bonjour Cyril, de la bonjour rédaction à du tous. Figaro. Bonjour Yves, merci d'être avec nous. On démarre tout de suite ce débrief de l'actualité et des propos de François Patriat, très proche d'Emmanuel Macron. Le terrorisme, la politique d'Emmanuel Macron, coopération renforcée, task force. Est-ce que cela est suffisant pour mener la guerre contre le terrorisme? C'est ce qu'on a posé comme question à François Patriat. Il n'y a jamais rien de suffisant. Vous savez, le terrorisme, ça c'est comme la triche et la corruption. Vous prenez des mesures et puis il s'arrange toujours pour trouver de nouveaux moyens d'agir. Ce qui est sûr, c'est que contrairement à ce qui a été dit pendant la campagne contre Emmanuel Macron n'est pas laxiste sur ce sujet. Vous savez, il avait dit, il y a sans doute des raisons françaises à la radicalisation. Ce qui est vrai qu'il y a des raisons françaises, mais ça avait été caricaturé en disant c'est l'excuse sociologique, c'est un discours de gauche qu'on connaissait bien dans les années 80 quand il s'agissait d'insécurité. Alors là, il veut faire une task force. Il y a une chose que je voudrais souligner. Il veut faire une task force pour renforcer le renseignement. Moi, je pense que la politique de renseignement en France, elle n'est pas défaillante. Ce qui est défaillant, c'est l'exécution des peines. Il a dit que l'exécution des peines, il voulait qu'elle soit effectuée, que les peines soient effectuées. Parce qu'on s'aperçoit de quoi? Que les profils de tous les terroristes qui ont œuvré sur le territoire français, quasiment tous, ce sont des gens qui ont un profil de délinquants de droit commun et que souvent, ils n'ont pas effectué leur parcours judiciaire, si vous voulez, et qu'ils ont bénéficié, ici ou là, bien de failles de notre système judiciaire. Moi, je pense qu'il faut mettre le paquet sur le système judiciaire en construisant des prisons, en recrutant des magistrats et en faisant en sorte que les peines soient exécutées jusqu'au bout. Denis Jeanbart, sur le régalien, il a voulu tout de suite s'imposer, le nouveau président, c'est ça? Oh bah oui, il l'a montré immédiatement. Le jour de son investiture. Le jour de son investiture, a passé en revue les troupes. Même le jour de son élection, cette manière qu'il a eue d'arriver très mitterrandienne, qui a rappelé le Panthéon d'ailleurs, à pied, lentement, tout seul. Il y avait une faiblesse pendant la campagne? Non, je ne crois pas. Il me semble que c'est ce qu'on avait perçu du personnage. Le parcours de la conquête est quand même assez exceptionnel. Il part tout seul, il monte cette organisation en marche. Et donc, il a montré, cet homme, qu'il avait une détermination, du sang-froid. Il avait une réputation plus d'économiste que de régalien. Oui, c'est vrai. Mais c'était pas au centre peut-être de sa campagne, mais la personnalité déjà apparaissait. Et donc, il a fait les gestes qu'il fallait dès le départ pour montrer en effet qu'il était dans le domaine du régalien aussi à la hauteur des espérances que les électeurs ont pu mettre en sa personne. Maintenant, c'est à l'épreuve des faits qu'on va pouvoir mesurer la réalité du personnage. Mais dès hier, alors on n'était peut-être pas dans le régalien, on était dans le social, il a montré sa fermeté. Pour reprendre une expression qui était utilisée dans le précédent débat, main de fer dans un gant de velours, mais même presque dans un gant d'acier. Parce que il fait très peu de concessions, il a une idée très précise. Et je crois surtout qu'il a une conscience aiguë du caractère très court du quinquennat et du peu de temps qu'il a pour réussir. Il ne s'agit pas de dire les 100 jours, les 200 jours, les 300 jours, mais il faut aller vite parce que pour cueillir des résultats, il faut avoir du temps. Même si il a dit, quand on l'avait interrogé à ce point de vue, sur la théorie des 100 jours, qui était chère notamment à Nicolas Sarkozy, il dit que lui, il ne prenait pas en compte cette théorie des 100 jours et qu'il ne fallait pas tout faire dans les 100 premiers jours. Lui, c'était un quinquennat et c'est sur l'ensemble du quinquennat, sur les 5 ans, qu'il fallait agir. Mais c'est vrai que s'il se plante sur la réforme des retraites, oui, qui va arriver bientôt, mais surtout du Code du travail, après, c'est foutu. C'est là où il est jugé. Mais je pense qu'il a compris que cette réforme-là, il fallait la faire très vite, puisqu'il considère que c'est elle qui est la bonne réponse au chômage. Il faut souhaiter d'ailleurs, pour tous les Français, qu'ils ne se trompent pas et que ça soit bien le cas. Et en effet, il faut la faire vite si on veut avoir des résultats significatifs dans les 4 ans qui viennent. Avec la question clé, qui sont les accords d'entreprise, bien sûr, Yves Tréhard. Non, alors il n'y a pas que ça, parce que, vous savez, chaque syndicat va aller chercher ce qui lui déplaît ou ce qui lui plaît. Il y a la hiérarchie des normes.
l'inversion de la hiérarchie. La fameuse inversion. Donc c'est ça, les accords d'entreprise qui priment sur les accords de branche. Mais vous avez aussi le plafonnement des indemnités au prud'homme. Et j'ai cru comprendre que la CFDT, eh bien, elle est plutôt contre. Vous avez le regroupement de tous les délégués du personnel, CHSCT, tout ça. Vous avez une grande... Enfin, plein de réformes, si vous voulez, le référendum d'entreprise qui va peut-être pas non plus faire l'affaire des syndicats. On l'a vu d'expérience, le référendum d'entreprise, c'est souvent des décisions qui sont pas les décisions des syndicats. On va voir. Moi, ce que je suis curieux de voir, c'est si fin septembre, eh bien, le gouvernement sera en mesure de prendre une loi d'habilitation, de ratification, et ce qui veut dire que fin septembre, c'est-à-dire dans 4 mois, eh bien, la France sera réformée sur son code du travail. Ça aurait été très très vite. Est-ce que ce pari-là va être tenu? Alors, la moralisation de la vie politique, un autre chantier pour ce début de quinquennat, Denis Jeanbart. Est-ce que c'était vraiment une priorité absolue à mettre en place tout de suite? D'abord, c'est facile à faire. C'est pas une loi qui soulève de très grands débats, compte tenu de ce qui s'est passé, de ce qu'on découvre d'ailleurs aujourd'hui, avec, il faut bien dire... une sorte de folie de la transparence, quoi. Maintenant, il faut que tout soit sur la table, etc. Même quand on fait des choses légales, on est jugé moralement. C'est un peu ce qu'a dit François Patriat ce matin. Oui, mais c'est vrai. Donc, il ne faut pas confondre la loi et la morale. Voilà, moi, cette idéologie galopante de la transparence m'inquiète parce que elle peut conduire à des sanctions qui ne sont pas complètement justifiées dès lors qu'on a respecté la loi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui essaient de respecter la loi, mais parce que nul n'est censé l'ignorer, et qui se font coincer parce qu'ils ne connaissaient pas toute la loi. Alors notre invité était membre de la commission d'investiture, François Patriat, donc ils ont investi des candidats qui aujourd'hui sont un petit peu mis en cause dans ces affaires-là. Pas le moindre, avec M. Ferrand. Avec Richard Ferrand. Le canard enchaîné ce matin. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez Yves Tréhard? La morale, moi j'ai toujours été contre cette idéologie détestable que la gauche a beaucoup entretenue d'ailleurs. C'est la gauche qui, dans les années 80, a commencé à inoculer, je dirais, ce virus dans la vie politique française. Ça ne veut pas dire qu'on justifie la corruption, il faut bien l'entendre. Évidemment, mais de toute manière, quand il y a de la corruption, ça veut dire qu'il y a des corrupteurs. Voilà. Mais je trouve qu'il faut faire attention à ça. On va voir, c'était une exigence de François Bayrou, et donc il était obligé d'accepter ça pour le ralliement de Bayrou. Eh bien, il a gagné 4-5 points dans les sondages. Merci. Et peut-être en voix. Merci Yves Tréhard. Merci Denis Jeanbart. On se retrouve la semaine prochaine. Bien sûr, on passe au zapping, le premier zap des matinales d'info. On regarde ensemble. Moins de 24 heures après l'attaque, l'État islamique a revendiqué l'attentat de Manchester. C'est évidemment toute l'Europe et l'Europe libre qui a été attaquée. C'est la jeunesse européenne et britannique qui a été attaquée en son cœur. Ils assistaient hier soir au concert de la chanteuse américaine Ariana Grande dans la Manchester Arena. Ce sont des lâches et des assassins qui frappent des gens sans défense et qui ensuite créent dans la société un trouble qui favorise les opinions les plus extrêmes et les plus lamentables. Je persiste à dire, et j'assume mon propos, qu'on ne fait pas le nécessaire pour protéger les Français face à cette menace islamiste, terroriste. Malheureusement, quelles que soient les mesures que l'on prenne depuis des années, on ne peut pas empêcher le fait qu'il y ait des attentats. La France est elle-même extrêmement menacée. Il y a une réalité, c'est que nous sommes aujourd'hui le troisième pays victime d'actes terroristes. Heureusement que les Républicains étaient là pour voter les lois sur le renseignement. Heureusement que les Républicains étaient là pour voter l'état d'urgence. Et donc nous avons toujours pris nos responsabilités dans ce domaine. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a réuni l'ensemble des directions opérationnelles pour renforcer encore la vigilance pour la protection des Français. Nous avons donné un certain nombre de consignes aux organisateurs d'événements sportifs,
culturel. Il leur a accordé 1 heure à chacun. Une prise de contact entre le président de la République et les partenaires sociaux pour évoquer principalement la réforme à venir du Code du travail. Je lui ai demandé que la méthode ne soit pas à la hussarde, comme je l'avais déjà dit, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une forme de précipitation qui ferait que il y aurait d'ici l'été, d'ici la fin de l'été, d'ici fin août, le sentiment qu'il faudrait avoir tout réglé. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Il sait très bien que sur les indemnités prud'homales, on n'est pas d'accord. On ne va pas perdre du temps sur des choses où on est vraiment en opposition. Il faut tout simplement avoir un plafond. C'est de la raison. C'est d'ailleurs la plupart des peines sont plafonnées en général, y compris les peines de prison. Donc pourquoi on plafonnerait pas les prud'hommes? Vouloir barémiser comme un produit de supermarché un licenciement, c'est absolument scandaleux. On ne règle pas certains problèmes en 3 réunions, c'est évident. Ou alors c'est un blocage. Je n'ai pas senti une volonté de blocage du président de la République. Je ne suis pas en marche. Par contre, j'ai envie que ça marche. Pourquoi vous êtes pas en marche? Parce que je n'ai pas changé d'idée, de valeur depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Moi, j'appelle les candidats, les élus de ma famille politique, des Républicains, de rejoindre la majorité présidentielle. Peut-on attendre encore 5 ans et faire le régime des partis, comme disait le général de Gaulle? Il faut préférer son pays à son parti, il faut travailler pour la France. En rejoignant En Marche, ils se sont mis en marge des Républicains et ils ont donc changé d'opinion. Voilà, fin de Territoire d'Info. Je vous souhaite une bonne journée à tous.